En Afrique, 3 jeunes sur 5 sont au chômage. En Côte d'Ivoire, les 2 tiers de la population active au chômage ont un âge compris entre 15 et 30 ans, quand le taux de chômage global moyen pour les personnes âgées est estimé à 23%. Et selon une étude menée par le Programme des Nations Unies pour le développement, l'économie verte, avec une bonne application, pourra générer des milliers d'emplois et résorber le chômage des jeunes. C'est une question capitale, pour ne pas dire que c'est capital. C'est capital, votre nouvelle émission d'actualité et de développement, bienvenue. Pour ce numéro, je reçois sur le plateau 4 invités, 2 experts et 2 journalistes. À ma droite, Fabienne Soumaoro, journaliste, bienvenue. Juste en face d'elle, j'ai Colette Etché. Voilà, bienvenue. Merci à vous, merci. Alors, sur le plateau, nous avons des spécialistes en questions d'économie verte. Thubi Caliste, qui est directeur général de performance QSE Management et qui est un cabinet spécialisé en qualité, sécurité, environnement et développement durable, c'est cela? C'est cela. Vous existez depuis combien d'années? Nous existons depuis 1 an, mais il faut dire que c'est le cabinet qui a 1 an. Le cabinet est constitué d'experts qui ont décidé de se mettre ensemble pour travailler avec les entreprises sur les problématiques de la qualité, de la sécurité, de l'environnement et du développement durable. Okay. Juste en face de vous, j'ai Dominique Bali. Dominique Bali qui est directeur de programme de JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, c'est cela? C'est cela même. On peut savoir ce que vous faites? Oui, nous sommes une ONG créée depuis 2008 et nous exerçons dans différents domaines, notamment la question des changements climatiques, de l'économie verte, des énergies renouvelables, des substances chimiques, de la biodiversité, de l'éducation à l'éco-citoyenneté et aussi de la gestion des ressources en eau et bien du développement communautaire. Alors, autant de notions qu'on aura l'occasion d'aborder au cours de cette émission. Déjà, la première question qui me revient, Thubi Caliste, l'économie verte, on entend parler, mais c'est quoi concrètement? L'économie verte, concrètement, c'est une activité économique qui entraîne l'amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative tout ce qui est risques environnementaux et risques liés aux ressources naturelles. Ça, c'est la définition donnée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE. Mais sinon, pour dire simple, l'économie verte, c'est une économie qui tend, dans son exercice, à réduire le taux d'émission de CO2, à réduire la destruction de l'environnement et puis à intégrer le social. C'est une notion récente depuis combien d'années? C'est une notion récente parce que maintenant, on a le souci de l'environnement. Alors, Dominique, vous avez compris depuis 2008 hein? Oui, depuis 2008, à la création de JVE déjà. Nous avions entamé plusieurs activités avec les jeunes, notre cible bien sûr. Et dans ce cadre-là, déjà en 2008, nous commencions nous traitions les questions de reboisement dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a la forêt déjà à San Pedro, mais nous avons incité les jeunes à reboiser déjà dans l'espace où ils vivaient, donc dans différents quartiers de San Pedro. Ensuite, nous avons déplacé ce mouvement de reboisement en nous rapprochant d'Abidjan, donc dans le département de Dabou. Nous avons déjà éduqué les jeunes au reboisement et surtout à le faire de façon volontaire. Il y a d'autres choses aussi que nous avons pu faire. Nous avons envoyé nos jeunes se former déjà depuis 2012 sur les questions d'économie verte, d'écotourisme, en vue de promouvoir aussi certaines activités dans ce domaine-là. Alors, Thubi Caliste, comment on pourrait qualifier d'une économie verte? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres couleurs? À côté de l'économie verte, on a les économies dites noires. Oui. Ce sont les économies qui entraînent la pollution, qui entraînent la dégradation de l'environnement, qui entraînent l'épuisement des ressources naturelles. L'économie rouge qui est une économie, par exemple, où ceux qui mènent cette économie-là bénéficient soit des transactions d'armes, c'est-à-dire du trafic d'armes, du trafic de drogue. Voilà, voici les différentes économies qui existent à côté de l'économie verte. C'est cette notion que vous exhortez chaque jour et chaque semaine a fait comprendre aux jeunes qui sont au sein de votre ONG? Non seulement les jeunes qui sont de notre ONG, mais les jeunes avec lesquels nous travaillons, les jeunes qui travaillent avec les différentes cibles que nous avons dans les régions où nous passons, dans les régions où nous exerçons, nous réalisons nos projets. Nous faisons la promotion d'une économie réduite, je dirais, comme il a dit, de tout ce qui est émission. Donc,
beaucoup plus réductrice de tout ce qui est émissions de carbone, donc moins d'énergie fossile, beaucoup plus de verre, beaucoup plus de bio. Nous promouvons aussi une agriculture durable, tout ça au travers de certaines activités pour amener les jeunes déjà à penser un développement meilleur. Alors, ce que je veux savoir, c'est qu'en fait, c'est une richesse qu'on détient effectivement, et qu'on ignore. Effectivement, c'est une richesse qu'on ignore. On aura le temps de voir tout à l'heure les différents métiers de l'économie verte. Sinon, il faut dire que pourquoi nous partons à l'économie verte? Parce que nous avons des ressources qui s'épuisent. Quand il a parlé des ressources fossiles qui sont le gaz, qui sont l'électricité qui est produite avec l'eau. Donc l'eau s'épuise, qui sont le carburant, l'essence, etc., qui ont tendance à s'épuiser. Donc c'est une économie qui vient pour réduire l'épuisement en cherchant d'autres sources. Voilà, d'autres sources énergétiques, d'autres manières de vivre pour que nous puissions léguer à la génération à venir le bien-être que Dieu nous a donné. Si alors, à côté de cela, on parle aussi d'emploi vert. Effectivement. Oui, emploi vert. Oui. Comme emploi vert, nous comprenons par la notion d'emploi vert tous les emplois qui sont liés à la préservation de l'environnement ou bien à la réduction de tout ce qui est vulnérabilité, de tout ce qui est destruction de l'environnement, des matrices environnementales pour un mieux-être de nos populations. Et justement, quels sont les secteurs de l'économie? Il y a des principaux secteurs. Nous avons l'énergie renouvelable, nous avons les moyens de transport, nous avons la construction écologique, la gestion de l'eau, la gestion de l'air, nous avons l'aménagement des terres. C'est dans ces différents secteurs que sera étayé véritablement les différents métiers de l'économie verte. Est-ce qu'il y a des formations prévues pour ces jeunes qui vont donc s'investir dans ce genre de métier? Justement, c'est le coup de cœur. C'est ce pourquoi les ONG se battent, c'est ce pourquoi nous sommes à la formation, parce qu'il faudrait que nos États, pour développer ces économies, pour développer ces emplois nouveaux, voilà, puissent aller véritablement à la formation, à la sensibilisation, parce que pour faire ces métiers, on n'a pas besoin forcément de diplôme. On a plusieurs niveaux. On a les niveaux de base où on peut avoir des ouvriers, et puis on a des niveaux intermédiaires où on a des techniciens, et puis il y a des niveaux où on a besoin plus de formation, là on a des ingénieurs. D'accord, on n'a pas besoin de diplôme, mais vous avez relevé le terme qui m'intéresse le plus, c'est la formation. Donc effectivement, il faut agir de sorte que les jeunes qui vont travailler même comme ouvriers ou techniciens soient formés. Est-ce qu'il y a vraiment des actions concrètes qui sont menées pour y arriver? Pour être beaucoup plus concret, sur les questions d'emploi vert par exemple, nous avons développé une activité à Korogo avec des femmes du monde rural qui étaient précisément nous leur avons demandé au sortir d'une campagne de sensibilisation sur les changements climatiques, il a été question de reboisement. Alors ces femmes qui existaient dans le maraîcher, comment est-ce qu'on va leur parler de reboisement alors qu'elles ont besoin de cultiver? Alors nous sommes partis sur la base de reboiser les plants de karité. Alors, les plants de karité ont été mis en terre, ces plants ont été suivis, ces plants ont commencé à produire. Les noix de karité sont aujourd'hui récoltées et ces mêmes femmes qui ont planté aujourd'hui se sont constituées en sociétés coopératives pour traiter ce beurre de karité, pour transformer les noix de karité. La plupart de ces jeunes, ce sont des jeunes déscolarisés. Il y a des femmes qui autrefois étaient scolarisées, mais qui sont sorties du système scolaire. Il y en a qui n'ont jamais fréquenté, mais qui ont appris le métier, qui ont appris à sauvegarder ces plants-là, qui aujourd'hui... Nous leur avons appris à transformer même les noix de karité et elles ont amélioré le procédé traditionnel qu'elles connaissaient à un procédé semi-moderne. Et maintenant, il est question de les aider à écouler leur production sur les différents marchés même, pourquoi pas à l'international. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire avec ça. Pour rebondir d'abord sur sa question, il faut dire que parmi les différents métiers de l'économie verte, on a la collecte des déchets, on a les tri. Effectivement, on n'a pas besoin d'être trop grand diplômé. Il faut que l'État trouve une politique d'encadrement de toute cette jeunesse-là. Ici, ce qui manque, c'est la valorisation de ces métiers. On pense que quelqu'un qui fait la collecte des déchets ménagers ou industriels dans le quartier, c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Or, il y a une manière de collecter pour qu'il puisse avoir tri et recyclage. C'est tout ça là que nous devons voir. C'est des métiers nouveaux. Il faudrait qu'on puisse former toute cette
jeunesse. C'est écœurant quand on donne les différents taux de chômage, quand on voit qu'on a près de 15% de chômeurs, et puis dans cette tranche-là, on a les 2 tiers qui sont entre 15 et 30 ans. Je pense qu'il faut valoriser ces nouveaux métiers pour que justement on puisse lutter contre le chômage. Mais déjà, j'encourage ces jeunes-là, ces jeunes qu'on retrouve chaque jour, chaque semaine dans nos quartiers, qui font la collecte des déchets. On en trouve partout. Il faut les encadrer. Il faut les encadrer. Fabien, tu voulais Je veux savoir, c'est vrai qu'il y a la collecte des déchets, mais existe-t-il encore un autre métier de l'économie verte? Effectivement, il y a le reboisement, comme il l'a si bien dit, on n'a pas besoin forcément d'aller à l'école pour reboiser. Mais pourquoi on parle d'encadrement? Parce qu'à côté, il faut des ingénieurs. Il faut avoir des ingénieurs paysagistes, il faut avoir des ingénieurs en agriculture, etc., pour encadrer, pour orienter tous ces jeunesses. Donc, je pense que dans le plan de formation de l'État, ce sont des métiers nouveaux qu'on peut valoriser en mettant un système de formation approprié. Alors, je veux savoir, à part les ONG, est-ce qu'il y a des structures qui financent ou qui encadrent les jeunes qui veulent s'intéresser à ces métiers-là? À ma connaissance, non. Il y a que l'État a créé un cadre favorable à l'éclosion de ces métiers. Je sais qu'il existe dans le plan, dans la stratégie nationale de développement durable, c'est des pistes qui ont été tracées pour encadrer, mais de façon concrète, il n'y a pas de structure qui est. On pourrait citer l'Agence nationale de la salubrité urbaine, la nation qui fait ce qu'elle peut pour encadrer la collecte de déchets, pour encadrer un peu les jeunes recycleurs. Mais en même temps aussi, la nation elle seule ne peut pas tout faire. Il y avait une dernière structure qui travaillait plutôt sur la question de la valorisation des déchets issus des produits chimiques dangereux, pour savoir un peu comment les collecter. Je tairai le nom parce que c'est une structure privée qui travaille qui est en partenariat avec le ministère de l'Environnement, qui a aussi aidé dans le cadre de la décontamination de certains sites pollués par les déchets toxiques que nous avons connus ici en 2006. Mais ça, c'est des structures qui n'emploient pas beaucoup de jeunes. Voilà. Moi, je me rappelle d'un article qui a parlé du ministre du Développement durable, qui a invité les entreprises à se tourner vers les énergies renouvelables et à tout ce qui est lié donc aux activités vertes, en vue donc d'ouvrir la porte à tous ces milliers de jeunes qui sont sans emploi. Voilà. Alors donc on peut aujourd'hui en fait dire que l'économie verte est une source en fait d'emploi pour Effectivement, les jeunes. L'économie verte est une source d'emploi. L'économie verte même peut être une source de rentabilité pour les entreprises. Se tourner vers les énergies renouvelables permettront aux entreprises vraiment de baisser un peu les coûts des différentes énergies et puis de préserver aussi les énergies fossiles. Mais pourquoi pas? Parce que quand vous avez l'énergie renouvelable telle que les panneaux solaires qui vous donnent de l'énergie solaire, ce sont des panneaux qui permettent de réduire véritablement l'effet de serre, la production de l'effet de serre, et puis qui permettent de réduire aussi l'émission de CO2, tout ça. Donc c'est porteur pour l'environnement, c'est porteur pour le bien-être social. Pour ajouter à ce qu'il vient de dire, l'État est en train d'encadrer un peu la vulgarisation des énergies renouvelables, en ce sens que déjà dans le nouveau code de l'énergie qui sera présenté sur la table des parlementaires sous peu, il y a une fenêtre qui est ouverte pour la promotion des énergies renouvelables, pour voir dans quelle mesure ces dernières peuvent être poussées dans le système de production énergétique que nous connaissons de façon classique. Mais vous avez eu l'occasion aussi de participer à des formations à l'extérieur de la Côte d'Ivoire dans le cadre de votre ONG? Oui. Nous avons participé à plusieurs formations. Et partager votre expérience avec les jeunes des autres pays? Avec les jeunes des autres pays, notamment en 2012, comme je le disais tantôt, nos jeunes ont participé au Forum international de l'environnement sur les emplois verts à Niamey avec tous les jeunes de la francophonie. C'était un forum organisé par l'Organisation internationale de la francophonie. Une quinzaine de nos jeunes ont participé à cette formation. C'est au sorti de là que nous avons travaillé sur les questions de valorisation de plans de carité dans le nord. Déjà dans le sud ici, nous avons aussi continué à promouvoir l'éducation à l'éco-citoyenneté, bien sûr en éduquant les jeunes au reboisement. À Dabou, nous avons planté plus de 500 pieds. Au niveau de Bingerville, nous avons aussi fait la même chose. Nous avons aidé encore à l'extension du jardin botanique de Bingerville.
Au niveau de Boaké, nous avons aidé les scouts à reboiser encore les périmètres de teck qui ont été détruits par la guerre qui ceinture la ville de Boaké. Et aussi au niveau d'activités de sensibilisation, nous avons aussi travaillé avec les jeunes sur la sensibilisation aux énergies renouvelables, puisque nous faisons depuis 2010 avec une association, notamment l'association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire. Pour chaque activité de vacances, nous nous retrouvons avec environ 2000-3000 jeunes pour des activités de sensibilisation et de pratique. Nous allons nous autoriser une pause et revenir sur ce plateau pour la deuxième partie de notre émission. Okay. Depuis plus de 110 ans, le Keren Kayemet Le Israël, Fonds national juif, s'efforce de rendre Israël plus vert en préservant les espaces ouverts, en prenant soin des forêts et des sites de loisirs, en développant des ressources d'eau et en sensibilisant le public à la protection de l'environnement et des ressources naturelles. Le KKL est responsable d'un demi-million d'hectares de forêts et de terres boisées naturelles en Israël et a planté près de 240 millions d'arbres à ce jour. Le KKL agit en qualité du service des forêts d'Israël, travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement israélien pour gérer, préserver et réglementer les nombreuses forêts naturelles et plantées partout dans le pays. Dans le but d'atténuer les effets des changements climatiques, le KKL plante des arbres et préserve la politique proactive de reforestation. Les forêts plantées et les limons dans la région aride et semi-aride du Negev empêchent l'érosion du sol et la désertification. Les forêts du KKL ont un effet sur l'environnement en Israël à plusieurs niveaux. Elles aident à stopper la désertification, elles influencent favorablement les changements climatiques, elles permettent de créer des poumons verts autour des zones résidentielles et encouragent la biodiversité. Le KKL crée et préserve des parcs et des espaces verts durables pour tous les habitants d'Israël. Les parcs biosphériques contribuent à l'équilibre parfait entre les individus et leur environnement. Les activités du KKL peuvent se réaliser grâce au soutien de ses 900 000 amis et 45 bureaux partout dans le monde. Les nombreux partisans et collaborations du KKL dans le monde entier sont une preuve vivante que lorsque nous travaillons tous ensemble, nous pouvons faire du monde un meilleur endroit en prenant soin de notre terre, notre eau, nos arbres et nos habitants. Alors nous venons de voir l'exemple de KKL, une ONG israélienne qui fait la promotion de l'économie verte en Israël. Après avoir vu cette ONG, quelles sont vos impressions, Joby Kalis? Pour moi, c'est formidable. C'est ce qu'on demande, à nos pays. Vous avez un pays qui va hériter véritablement d'un désert et qui en fait un oasis. C'est ce qu'on demande. Par quoi? Par la valorisation des métiers verts. Okay. Tout simplement. Dans cette vidéo, nous voyons que KKL a touché à presque tous les métiers verts, principalement au niveau de l'agriculture, où il y a des métiers verts par l'environnement, par le reboisement. Nous avons la gestion de l'eau. Et quand vous voyez le reboisement, le nombre d'hectares qui a été reboisé, je pense que ça donne du travail, ça donne de l'emploi à la jeunesse, ça donne de l'emploi aux femmes. C'est des initiatives à louer, à encourager. Et nous voyons aussi que le reboisement a permis l'aménagement des terres. Et l'aménagement de ces terres-là va permettre une production propre. La production propre, c'est une production qui ne produit pas de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qui n'utilise pas les engrais et qui permet de préserver les ressources telles que les terres arables pour pouvoir cultiver après. Donc ils ont été ingénieux, ils ont été patients et puis avec hardiesse, ils sont arrivés au bout de leurs efforts. Je pense que moi, j'y vois plutôt une volonté politique manifeste. Il faut que les pouvoirs publics africains et plus précisément ivoiriens s'y mettent, donc mènent ce genre d'action en faveur de l'environnement. Voilà. Mais déjà, il y a beaucoup. Hein. Comme tout à l'heure, vous n'avez pas omis de manquer l'action qui est faite avec le ministère ivoirien. Oui, mais nous n'étions qu'aux paroles, nous n'étions qu'aux propos. Voilà. Nous n'étions pas qu'aux actions concrètes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faudrait vraiment passer à l'action. Joby Kalis disait que c'est une source importante pour l'emploi des femmes, Fabienne.
En fait, je voulais poser aussi la question. C'est vrai que c'est vraiment une source pour l'emploi des femmes, mais pour le cas de la Côte d'Ivoire, je voulais savoir si l'économie verte pourrait vraiment résorber le chômage des jeunes. Je pense que Dominique, il y est déjà depuis quelques années, il lance quelque chose. Peut-être qu'en Côte d'Ivoire, nous n'arrivons pas à communiquer un peu sur ce qui est fait. Sinon, il y a des choses que j'ai vues dans ce documentaire qui sont déjà faites ici. Je prends le cas, par exemple, de l'agriculture propre, où déjà en 2010, Côte d'Ivoire avait mené une première étude du changement climatique dans le village de Zata, juste à la sortie ouest de Yamoussoukro. Et au sorti de là, nous sommes partis sur le développement d'une agriculture durable, dans ce sens que d'abord il fallait reboiser, mais en plus les parcelles de maraîchers qui étaient utilisées là, qui étaient cultivées, nous avions fait des études pour évaluer un peu la teneur en pesticides qui étaient utilisés. Et nous avons vu que c'était des pesticides qui n'étaient pas sans risque pour la santé humaine. Alors au travers de la sensibilisation et de la formation des producteurs que nous avons eu sur le village de Zata, les populations sont arrivées aujourd'hui à produire des végétaux, des cultures maraîchères sans pesticides. Okay. Alors, avec ce que nous venons de voir avec cette ONG israélienne, est-ce que vous pensez que c'est une expérience à renouveler ici dans nos différents pays en Afrique? Je voulais dire avec le docteur Ala Kwadjo-Rémy, le ministre du Développement durable, il y a des secteurs qui ont été ciblés, le secteur de l'agriculture, le secteur de la gestion des déchets et puis le secteur des énergies renouvelables. C'est un combat qu'il veut mener parce qu'il pense que dans ces différents secteurs, c'est véritablement un gisement d'emploi, c'est une mine d'or. Donc il faut exploiter cet aspect-là. Ce qu'il faut peut-être, c'est de mettre en place une politique pour amener les bailleurs de fonds véritablement à financer ce secteur, pour que la jeunesse ivoirienne et puis d'autres jeunesses aussi puissent bénéficier de ces différents métiers qui vont sortir de ces différents secteurs. Colette, vous voulez... Il faut aussi que les entreprises puissent se tourner vers les énergies renouvelables pour qu'effectivement il y ait de la place déjà toute faite pour les nouveaux employés jeunes en la matière en fait. Voilà. Et comme aussi articulation au niveau gouvernemental, il y a une synergie d'action entre les différents ministères, ministère de l'énergie et ministère de l'environnement aussi, pour pouvoir inclure la question des énergies renouvelables dans le nouveau code de l'énergie. Ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait et le code va passer sur la table des parlementaires pour la prochaine législature. Et je pense que les entreprises productrices d'énergie via les énergies renouvelables qui seront aussi prises en compte pour que nous n'ayons plus seulement les anciennes industries productrices d'énergie que nous connaissons sur le marché. Voilà un peu. Alors je pense qu'après tout ce qu'on a entendu sur le plateau, je crois que Fabien est encore sceptique. Est-ce que les jeunes peuvent vraiment profiter de cette économie-là? Les jeunes peuvent profiter si vraiment ils croient en ces différents métiers, s'ils n'ont pas d'appréhension, parce que c'est ça aussi, faire la collecte des déchets, faire le tri des déchets, etc., faire le reboisement. Bon, est-ce qu'on se dit que ce n'est pas dévalorisant? C'est ça. Si on arrive à enlever ça de l'esprit de cette jeunesse, je pense que la jeunesse peut véritablement embrasser ces différents métiers. Et deuxièmement, l'autre a parlé de la synergie entre le ministère de l'énergie et le ministère de l'environnement. Je pense qu'il doit y avoir aussi une synergie entre le ministère de l'environnement et le ministère de l'enseignement supérieur pour que des formations puissent véritablement voir le jour pour permettre à une nouvelle tranche de jeunesse d'embrasser ça. Nous avons vu l'époque où l'informatique est arrivée, c'était un boom informatique. Aujourd'hui, les métiers verts sont là, il faut des personnes ressources. Alors Dominique, vous avez eu la chance de voyager et de partager votre expérience avec les jeunes africains sur cette notion. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous pensez que la notion est plus vulgarisée? La notion était peu vulgarisée, mais déjà cette année nous avons assisté avec le Salon ivoirien du tourisme à la vulgarisation de certains métiers, de certains emplois, notamment dans le domaine de l'écotourisme. Et chaque fois que nous voyageons, nous nous faisons les ambassadeurs de notre propre pays. Nous sommes les promoteurs de la destination Côte d'Ivoire. Je me souviens quand les gens me demandaient en Suède s'il y avait encore des éléphants en Côte d'Ivoire, je les ai invités simplement dans la forêt classée de Dacioko, non loin entre Fresco et Sassandra, pour se rendre compte qu'il y a encore des éléphants, il y a encore des panthères. Et je les invitais aussi dans le parc national de la Komoué pour voir un peu les éléphants et les lions que nous avons encore. C'est-à-dire que si nous formons nos jeunes
déjà au métier du tourisme, ce qui est en train d'être fait au niveau de la formation, au niveau le BTS tourisme est en train d'être réformé aussi. Il y a que nous arriverons à la création de guides touristes, à la formation des guides touristiques, mais aussi à la formation d'environnementalistes et d'éco-environnementalistes pour pouvoir promouvoir l'écotourisme ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est peut-être de nouvelles filières qu'il va falloir créer ou encore renforcer aussi l'existant, voilà, le cursus de ces formations existantes-là, pour pouvoir aider les jeunes à d'abord avoir un emploi, mais surtout à aimer ce qu'ils font et mieux encore à promouvoir la Côte d'Ivoire. Alors, Khaled, je pense que tu avais une question à poser à Dominique Bali. Oui, Dominique Bali a parlé des différentes actions de l'ONG, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a un retour? Est-ce qu'il y a des jeunes qui soient donnés aux différents métiers de l'économie verte, qui ont fait de ça aujourd'hui un métier rentable avec lequel ils peuvent vivre, etc.? Pour cela, je vais aller de façon concrète sur la base de certains exemples. Dans la culture de maraîcher, par exemple, il y a que les jeunes que nous avons formés sont aujourd'hui producteurs de maraîchers sans pesticides. Il serait bien si nous arrivions à créer, nous travaillons pour créer un label bio en Côte d'Ivoire pour que les produits de ces derniers-là soient revalorisés. Dans le domaine du reboisement, il y a des plans qui ont été mis en terre ça et là, qui n'ont pas été suivis par les populations. Aujourd'hui, nous sommes en train d'arriver à un système de reboisement par contrat. Vous plantez, et c'est dans 3 ans, c'est-à-dire si l'arbre survit, que nous allons vous dédommager, bien sûr sur la base de ce que cet arbre-là va générer comme bénéfice. Nous sommes en train de travailler, nous avons travaillé à cela, et nous sommes en train de voir dans quelle mesure, avec certains bailleurs, pour voir comment rétribuer ces paysans qui ont pris sur eux de suivre, tant soit peu, l'évolution de la forêt. Pour ce qui est d'un autre domaine qui est peut-être actuellement en plein essor ici en Côte d'Ivoire, le domaine de l'orpaillage, de l'activité minière artisanale, nous avons travaillé aussi avec des communautés d'orpailleurs pour les aider à travailler sans produits chimiques dangereux. Qui exercent légalement, voilà. Pas de clandestins. Voilà. Des mines artisanales légalement constituées avec lesquelles nous travaillons pour les amener à travailler, à exercer sans produits chimiques dangereux, sans mercure, sans cyanure, avec des méthodes que nous avons développées, notamment une méthode gravimétrique qui permet d'accroître le rendement en or. Ces derniers-là travaillent aujourd'hui sans utiliser de produits chimiques dangereux. Est-ce que vous pensez que sur le terrain, votre message passe concrètement? Le message passe parce qu'aujourd'hui, il y a tous ces mineurs-là qui autrefois utilisaient du mercure, savent que le mercure est dangereux pour eux, pour leur famille, et même pour ceux qui ne vivent pas dans leur zone pour la biodiversité. Et ils savent que le mercure contamine toute la chaîne, toute la chaîne trophique, donc depuis les eaux jusqu'aux poissons et finalement l'homme, et même aussi le mercure qui passe dans le riz. Ils savent que leur écosystème, s'il est contaminé, va contaminer leur alimentation, ou bien contaminer l'alimentation d'autres populations. Ils sont conscients de cela, ils ont commencé à réduire leur consommation de mercure et même à l'éliminer de leurs pratiques. Je crois que Fabienne a une question. En tant qu'expert, quelles sont vos recommandations pour la promotion de l'entreprise et de l'entrepreneuriat jeune dans l'économie verte? Je pense que c'est une volonté politique dans un premier temps. Nous avons travaillé sous peu au cabinet et nous avons émis un certain nombre de recommandations. C'est que dans la classification de ces nouveaux trucs, il faut intégrer les métiers de l'économie verte. Dans les métiers en Côte d'Ivoire, il faut intégrer les métiers de l'économie verte. Il faut créer des filières pour valoriser et former les jeunes à l'économie verte. C'est véritablement... Et puis, il faut intégrer l'économie verte. Vous avez déjà commencé. Oui, dans la pratique. Est-ce que vous sentez un engouement au sein des apprenants oui, au sein des apprenants que nous avons, ce qui est intéressant, c'est que la plupart de nos apprenants sont déjà sur le terrain. Ils travaillent, mais ils n'avaient pas conscience, en fait, de cette mine d'or-là. Maintenant, ils savent qu'on peut utiliser de l'énergie renouvelable et être plus rentable dans son entreprise. Pour donner un petit exemple aussi, il y a que nous avons développé en Abidjan ici, avec des écoles primaires, un programme d'éducation environnementale basé sur le tri des déchets. Au terme d'une année scolaire, les enfants ont gardé sur eux que les déchets ne doivent pas être mélangés. Ils ont pris sur eux de séparer
tous les déchets qu'ils avaient à l'école. Et l'année d'après, nous sommes passés pour un suivi. Nous nous sommes rendus compte que ce sont les élèves eux-mêmes qui s'organisent pour le tri des déchets. Et quand les véhicules de collecte, d'enlèvement de déchets arrivent et qu'ils voient tous les déchets partis dans une même benne, c'est un peu le couteau dans le cœur que ces enfants-là laissent partir leurs déchets. Ils auraient voulu qu'il y ait des camions spécialisés dans la collecte peut-être de tout ce qui est ou des différents bacs. Voilà, des différents bacs. Ils auraient voulu que qu'il en soit ainsi. Mais c'est petit à petit que les choses vont se faire. Déjà, cela est ancré en eux. Quand ils grandiront, ils vont grandir avec ces habitudes-là. Et peut-être quand ils seront aux affaires politiques demain, parmi eux, ils vont... En fait, ce sera comme une implosion. Parce que je pense que récemment, nous avons vu un une anecdote à ce sujet. J'ai un étudiant qui m'a raconté comme ça qu'il avait un ami qui exerçait dans la collecte et le recyclage des déchets en France, qui est venu nous rendre visite. Et quand il a vu la lagune briller, il a crié « Waouh, une mine d'or !» Parce qu'en fait, il n'y a pas de recyclage, etc. Mettre des usines de recyclage à Abidjan, c'est créer de l'emploi, quoi. Voilà, c'est vite fait, la jeunesse va s'y donner. Bon, d'accord. Alors, vous avez parlé de beaucoup d'actions de proximité, vous allez vers les populations, mais est-ce qu'il ne serait pas temps de passer à une communication plus vaste pour toucher plus de personnes? Si, merci. Le moment est arrivé, c'est pour cela que nous sommes sur une C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes, je dirais, à notre première télé au niveau national pour parler un peu de cela, pour vulgariser un peu les activités que JVE et toutes les autres ONG aussi mènent dans le domaine de la promotion des emplois verts. Voilà. C'est un bon début. Fabienne veut réagir et puis après... Je voulais vous poser une question, c'est-à-dire, pensez-vous que l'économie verte conduira à un développement durable? Oui, l'économie verte, c'est-à-dire, vient du développement durable. Voilà, parce que ça parle de la préservation de l'environnement, de l'équilibre de l'écosystème, de l'équilibre environnemental, etc., du bien-être social, du bien-être humain. Donc déjà, ça fait partie du développement durable. La question que j'attendais, qui n'est pas venue, que je vais poser, et à laquelle je vais répondre, est-ce que ça ne coûte pas cher? Parce qu'on s'est dit ça, on s'est dit faire des cultures maraîchères sans pesticides, etc., faire sans engrais, on n'aura pas beaucoup. Bon, est-ce que le peu qui est là, ça ne coûte pas cher? Parce que je pense que il ne faut pas manger, il faut se nourrir. Quand tu te nourris, tu te soignes. Mais quand tu manges, après tu vas à la pharmacie pour acheter des médicaments, etc., tu es hospitalisé. Je pense qu'il faut encourager nos agriculteurs à ça. Ailleurs, ça se fait, en Europe, ça se fait et ça se vend bien. Et les gens sont en bonne santé, les gens vivent bien. C'est l'essentiel. Alors, je pense qu'on a eu l'occasion d'en savoir plus aussi l'économie verte. Nous avons aimé passer ce temps d'antenne avec nos invités. Je rappelle que nous étions avec Thio Bicaliste, qui est directeur général de performance QSE Management, un cabinet spécialisé en qualité, sécurité, environnement et développement durable. Et aussi Dominique Bali qui est directeur de programme de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Et j'avais à mes côtés deux charmantes journalistes, Fabienne Soumaro et Colette Etché, qu'on aura l'occasion de revoir sur ce plateau dans le cadre d'autres émissions de ces capitales. Nous arrivons au terme de notre émission. Nous vous disons merci.